Vous aimez les livres qui chamboulent vos émotions ? Vous avez du mal à identifier vos émotions ou à en faire une force ? Bienvenue dans La Voix des mots, le journal de bord d'une autrice dédiée aux émotions, aux livres qui créent des arcs-en-ciel les jours de pluie. Je suis Maouna Vigam, alias Maouna Poésie, poétesse, romancière, podcasteuse et animatrice d'ateliers d'écriture créatif, émotionnel et thérapeutique. Ici, on parlera donc écriture, lecture, bien-être et édition, car mon roman contemporain Young Adult Comet, publié en maison d'édition, sera en librairie en 2026. Installez-vous, c'est parti. Hey. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. J'espère que les fêtes d'année se passent bien, que vous soyez seul ou accompagné. J'espère que vous vous sentez aimé et que vous prenez soin de vous. Merci aux personnes qui sont toujours là, malgré mon absence depuis le mois de septembre. Merci aussi aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints cette dernière semaine. Vous êtes quasiment 400 en plus. Merci d'être là, de vous être joints à cette nouvelle aventure avec moi. Je vais prendre 2 petites minutes juste pour me représenter, du coup, comme il y a des nouvelles personnes. Je suis donc Maouna Vigam, poétesse, romancière, animatrice d'ateliers d'écriture émotionnelle et podcasteuse. J'ai auto-édité 2 recueils de poésie, Au-delà de nos mots et Tant que j'aimerais, qui se sont vendus à un peu plus de 2500 exemplaires depuis 2021, ce qui est pas mal du tout pour de la poésie, puisque c'est plutôt niche. Et oui, parce qu'on fait des tirages à plutôt 100 ou 200 exemplaires annuels, en général. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Bref, et j'anime donc des ateliers d'écriture émotionnelle pour libérer les émotions, que ce soit lors de retraites, de groupes, de camps de lecture, en individuel, des retraites de yoga, et voire même aussi en entreprise, ça m'est déjà arrivé. Alors, l'épisode va se scinder en 2 parties, la première étant sur le bilan de l'année 2024, et la seconde étant sur les questions que vous m'avez posées en story. Je pense que je vais faire ça plus souvent, prendre le temps de vous poser des questions avant d'enregistrer un épisode de podcast. Ça me permet de faire le point, de m'arrêter un peu plutôt que d'être toujours dans l'accélération et dans la course effrénée à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc merci aux personnes qui ont pris le temps de me poser ces questions, elles sont vraiment intéressantes, et donc j'y répondrai en seconde partie de cet audio. Comme d'habitude, l'épisode de podcast est aussi disponible au format écrit dans la newsletter. Il suffit de vous abonner à Substack, tout simplement pour y avoir accès. Et j'en profite aussi pour vous dire que depuis la semaine dernière, à l'occasion de Noël, je donne accès gratuitement à mon roman Sonate, le second, qui est disponible sur Wattpad. Pour le retrouver plus facilement, il vous suffit encore une fois de vous abonner sur Substack. Sinon, vous pouvez essayer de le chercher sur la plateforme Wattpad. Et si vous voulez bien, vous pouvez aussi créer un compte Wattpad pour pouvoir commenter, pour pouvoir voter pour les chapitres que je publie. Ça m'aide beaucoup. Ça permet au roman de gagner de la visibilité sur la plateforme et de toucher d'autres lecteurs et lectrices. En cette volonté de réduire l'invisibilisation des personnes racisées, en faisant ça, ça m'aide à proposer ce type de roman qui parle d'autre chose que de racisme et d'esclavage à de nouveaux lecteurs et lectrices. Voilà. La partie introduction est en fait, nous allons pouvoir commencer. Alors, comment s'est passée cette année 2025 ? Rappel de mon objectif. J'ai pris l'année entière pour la dédier à l'écriture de ma trilogie contemporaine. Je dis trilogie parce que Comet est le premier roman, Sonate est le préquel, donc il se passe avant Comet, et Plume est le séquel, il se passe après Comet. Mais les 3 tomes sont indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez les lire dans le désordre si vous le souhaitez. L'idée c'est d'éviter normalement de vous spoiler, c'est ce qui devrait arriver. Mais il est préférable bien évidemment de les lire dans leur ordre de publication, donc en premier Comet. Pourquoi est-ce que je dis que ce sont des tomes qui appartiennent à la même trilogie ? Parce que on va retrouver certains personnages dans le préquel, dans Comet et dans le séquel, tout simplement. Mais ils peuvent se lire de manière totalement indépendante l'un de l'autre. Donc je me suis fixé pour objectif, en 2025, d'écrire cette trilogie, ou au moins, en toute honnêteté, j'étais partie sur au moins terminer Comet, arriver à signer une agence littéraire, et l'envoyer à des maisons d'édition, et avec un peu de chance, avoir des retours. Ça, c'était mon objectif minimum. Mon objectif, on va dire, moyen de satisfaction, enfin, l'objectif un peu au-dessus, c'était d'arriver à écrire les 2 autres tomes compagnons qui vont avec Comet. L'objectif encore au-dessus, c'était de commencer à écrire un 4e livre qui n'a rien à voir avec cette trilogie, qui parle d'autre chose, et qui est dans mes tiroirs depuis 2022,
pour lequel je ne sais pas encore quelle forme il va prendre, si ce sera un mélange de poésie et de roman, mais c'est un autre sujet. Donc ça, c'était un peu mes 3 top objectifs. Et bien, j'ai atteint le 2e et je suis totalement fière de moi. J'ai réussi à donc terminer Comet en janvier-février officiellement. Je l'ai envoyé en agence littéraire en février, le temps des échanges avec les différentes agences et de trouver celle qui me convenait et d'échanger avec cette personne, de se mettre d'accord sur les modalités du contrat, du partenariat, etc. C'était signé, si je dis pas de bêtises, début avril. Et j'ai rencontré mon éditrice début avril. C'est-à-dire que c'est un coup de chance. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Je suis tombée purement par hasard sur elle. Comme je peux pas encore vous dire qui c'est, je reviendrai en détail dessus. Mais j'ai vraiment eu de la chance parce que normalement, on envoie des dossiers de soumission à des maisons d'édition et il peut se passer plusieurs années avant qu'on ait un retour, si tant est qu'on en ait un. Donc je m'estime vraiment chanceuse d'avoir que l'univers ait mis sur mon chemin cette personne et qu'on se soit rencontrés comme ça de manière fortuite, entre guillemets. Et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus dessus. Donc cette année a été dédiée à ça et je suis fière de moi parce que j'ai réussi à terminer Sonate et une grosse partie de Plume avant de partir en vacances au mois de novembre, parce que je suis partie 3 semaines à Taïwan. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu suivre mes aventures en story, les bons comme les moins bons moments. Voilà, notamment ce moment où une touriste m'a touché les cheveux sans ma permission. Rien que de l'évoquer, j'ai encore des frissons, mais bref. Et j'avais pour ambition de absolument finir Sonate avant, sachant que j'en étais à l'étape de la seconde réécriture, pour pouvoir l'envoyer à mon agence littéraire pour qu'elle me donne son avis. Et en parallèle aussi, pour pouvoir envoyer à mon éditrice les dossiers de soumission de Plume et de Comet, de Plume et de Sonate. Je commence à m'emmêler les pinceaux moi-même avec tous ces mots. Qu'est-ce que c'est un dossier de soumission ? C'est un document qui contient quelques informations sur l'auteur ou l'autrice, et surtout d'autres informations sur le roman, sa nature, la thématique, la note d'intention, le message qu'on veut porter derrière ce roman, et également les 7000 premiers mots du roman. Et surtout, le synopsis, donc toute la trame de l'histoire. Et donc, je tenais absolument à rédiger ces 2 dossiers de soumission avant de partir en vacances à Taïwan pour laisser le temps à mon éditrice et à mon agence littéraire de lire tout ça, pour que quand je revienne de vacances, je puisse avoir un retour et savoir ce qu'il en est, si elle les a aimés, si on peut passer à la suite, etc., etc. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu le retour de mon agence littéraire dans les temps et de mon éditrice aussi, juste avant le salon de Montreuil d'ailleurs, la veille du salon de Montreuil. Donc j'ai envoyé les dossiers de soumission à mon éditrice et j'ai pu avoir ses retours et pour l'instant je peux pas vous en dire plus, mais disons que Sonate et Plume sont en recherche de signature, on va dire ça comme ça. Mais j'ai atteint mon objectif qui était d'écrire ces 3 romans, d'avoir une version aboutie, et donc je suis particulièrement fière de moi pour ça. Ouais. Ce que cette année dédiée à l'écriture m'a appris pas mal de choses. Déjà, ça m'a appris que je déteste les premiers jets, mais vraiment. C'est-à-dire que tout le travail préparatoire qu'il y a à faire autour du roman, des personnages, de la construction de l'histoire, tout ce travail de recherche aussi à faire, etc., j'aime pas ça. Toute l'écriture du premier jet, ça m'angoisse. Et c'est quelque chose que je me force à faire parce que, en fait, dans cette phase-là, tout est encore indécis. Même si je sais quel est le message que je veux transmettre ou quelle histoire je veux porter, que mes personnages m'apparaissent, j'ai encore du mal parce que c'est pas tant parce que ce que j'écris, je sais que c'est pas encore qualitatif, mais c'est plutôt l'enchaînement des scènes pour pouvoir construire toute la narration autour de mon histoire qui m'exaspère. Mais bon, ce que je préfère en revanche, c'est la réécriture, même si on a plusieurs. Parce que là, l'histoire est posée, la trame est posée, je sais où je vais aller, et là je suis dans l'amélioration. Je suis dans l'ajout de choses, de scènes, dans le retrait de certains passages. Je suis dans ce moment où je donne une forme encore toute particulière au roman, parce que si vous avez l'opportunité de me lire un jour, vous verrez que j'aime bien mélanger certains genres, certains styles, et la réécriture me permet de faire ça. De voir, maintenant que les choses sont à plat, qu'est-ce que je peux ajouter, retirer, modifier, pour me rapprocher d'une forme de roman qui me convienne, qui me plaise, et qui soit à l'image de ce que je suis en tant qu'autrice, et de ce que je veux transmettre en tant que message à travers ces romans.
Donc c'est ce que j'ai retenu de cette année d'écriture, c'est que il faut absolument que je passe un temps à mesurer sur la partie premier jet pour pas être démoralisée, parce que ça peut me donner le sentiment que je vais jamais y arriver. Typiquement Sonate, j'ai dû recommencer 4 fois le premier jet parce que j'avais pas ce que je voulais. Parce qu'au début ça faisait trop telenovelas, et j'ai rien contre les telenovelas, j'en ai regardé, y a pas de souci, c'est pas le sujet. Ça faisait trop K-drama, et pareil, j'en ai regardé beaucoup, au sens où il y avait trop de rebondissements, d'improbabilités, ah mais c'est le fils de machin, et puis lui il est mort, il est pas mort. Enfin, j'avais l'impression d'écrire un scénario de Netflix, ce qui n'est pas mon objectif. Et donc j'ai eu du mal à simplifier l'histoire. Et j'avais, je pense, aussi une partie de moi qui se disait ouais, mais si c'est simple, ça va intéresser personne, alors que pas du tout. Et je sais que ça c'est lié à ce premier jet, où j'ai une idée dans la tête, où je me dis qu'il faut que ce soit incroyable, qu'il faut qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, machin, etc., pour que ce soit magnifique. Et en plus, dans le cas de Sonate, j'écrivais un roman en vers libre. Donc je devais passer d'un roman comme Comet, où j'étais à 90 000 mots, pour un roman à pas dépasser de 35 000 mots. Donc un tiers en fait. Donc ça aussi, c'était particulièrement contraignant dans mon esprit, d'arriver à raconter une histoire en ayant 3 fois moins de mots. Donc ça m'a aussi bloqué. Mais j'ai pu voir quelle était ma technique d'écriture pour écrire des romans en vers libre. En gros, pour moi, il faut que j'écrive l'histoire, que je me soucie pas de la partie poésie, narration, poétique, style, etc. La partie vers libre. Juste que j'écrive l'histoire, que je la fasse d'abord valider par mes bêta-lecteurs, c'est ce que j'ai fait. Si l'intrigue leur convenait, si l'intrigue leur plaisait, les personnages aussi. Et ensuite, je rentre dans un travail d'orfèvre, où là, j'ajoute ma touche de poétesse dans ce roman en vers libre. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un roman en vers libre, c'est un roman plus court, donc, qu'un roman classique, dans lequel on va avoir des vers, mais pas sous la forme forcément qu'on connaît, c'est-à-dire que tout n'est pas obligé de rythmer. On va plutôt aussi jouer avec la forme du livre, la disposition des textes, des phrases, des virgules, des moments de respiration, pour mettre en exergue certains mots, certaines consonances aussi, et mêler un peu d'imagerie, de poésie, si je peux dire, dans l'esprit du lecteur ou de la lectrice. Et donc ça a été particulièrement challengeant pour moi de passer de Comet à Sonate et de changer de style d'écriture, de changer aussi de narration, parce que je suis passée en full jeu, on va dire ça comme ça, full un personnage qui parle aussi, alors qu'au début, quand j'ai commencé à écrire Sonate, il devait être 3. Donc c'est pour vous dire encore ce qui a été challengeant. Et c'est encore différent de ce que j'ai fait pour Comet, et c'est encore différent de ce que j'ai fait pour Plume. Donc cette année m'a appris ce que je peux faire plein de choses différentes en fait, que je pouvais jongler entre des romans avec plusieurs personnages, des romans dans lesquels le personnage s'exprime en jeu, d'autres dans lesquels il s'exprime en jeu mais tous les autres personnages sont suivis en heal. Enfin bref, j'ai pas envie non plus de trop vous spoiler, ni de trop vous ennuyer ou vous perdre avec toutes ces explications. Retenez simplement que je me suis découverte des capacités à écrire des choses bien différentes. Et ça me rassure, on va dire ça, pour la suite, parce que j'ai pas mal d'autres projets en tête, et je voulais commencer par ce qui me semblait simple, ce qui n'a pas du tout été le cas au final. Mais c'est bien d'être dans le déni parfois, ça fait plaisir. Qu'est-ce que d'autre m'a appris cette année ? Que les choses viennent à point nommé, à qui sait attendre et à qui sait être patient. Encore une fois, je pensais pas que tout allait s'enchaîner aussi vite et aussi bien, que ce soit le fait de trouver l'agence littéraire qui me convient, qui respecte mon identité en tant que femme noire dans le marché français de l'édition, de trouver une maison d'édition aussi indépendante, connue, ancienne, avec un fort réseau de distribution, et qui, pareil, respecte mon identité en tant que femme noire et les messages que j'ai envie de porter. Franchement, je pensais pas que j'allais trouver ça, c'était mon angoisse de pas trouver l'un et l'autre, et de devoir faire des concessions. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance sur ces 2 points-là, parce que c'était pas bien engagé. Quand j'avais pitché pour la première fois mon roman à un éditeur en salon, qui m'avait demandé d'éclaircir mes personnages. Je m'étais dit que j'allais devoir trimer pour arriver à faire publier mes romans. Mais l'univers a mis sur ma route une éditrice alignée avec mes valeurs et avec ma manière de voir les choses, et je remercie l'univers pour ça. J'ai aussi appris que j'aime bien écrire seule, mais j'aime aussi écrire avec d'autres personnes. Pendant cette année, j'ai eu 2 partenaires d'écriture. Coucou si vous m'écoutez, Juliette et Laura,
à des moments différents de l'année, à des moments différents aussi de la journée et sous forme de binômes différents. Et je me suis rendu compte que déjà ça fait qu'on se sent moins seul parce que même si j'ai vu ma famille, mes amis, mon partenaire de vie, etc., il n'empêche que je passais quand même une grosse partie de mes journées seule chez moi, ce qui ne me déplaît pas parce que je suis une solitaire sociable, une introvertie extravertie dans l'âme. Mais on va pas se mentir, sur une tâche aussi seule et solitaire qu'est le fait d'écrire, ça fait du bien de pas le faire seul, de pouvoir échanger avec d'autres autrices, de pouvoir soumettre des idées, de pouvoir avoir leur point de vue, même si les bêta-lecteurs et bêta-lectrices le permettent aussi, mais d'avoir quelqu'un qui est là dès le début, au moment où on écrit, c'est franchement plus agréable. Et j'ai aimé ça. Je sais pas si j'aurai encore l'occasion de le refaire pour mes prochains écrits, j'espère que oui. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien, et je remercie encore une fois mes partenaires d'écriture. J'ai aussi appris que je fonctionne à la deadline. J'ai besoin de me challenger, de me mettre des impératifs pour avancer. Sinon, j'ai peur que je procrastine trop. Ça m'a pas empêché de le faire pendant un an, je vais pas vous mentir. J'ai failli ne pas tenir ce délai parce que, encore une fois, Sonate a été particulièrement compliqué à écrire et à un moment, j'ai fait une pause d'1 mois parce que j'en pouvais plus. J'arrivais pas à me sortir, à trouver le fil par lequel tirer pour arriver à faire ce que je voulais. Et j'avais pas anticipé de partir 3 semaines à Taïwan quand j'ai décidé de faire ce challenge-là. Donc ça venait aussi ajouter une nouvelle contrainte. Et j'avais pas non plus anticipé de faire une formation pendant tout le mois de décembre pour me permettre de trouver plus facilement un CDI en 2026. Donc tout ça, c'est des choses que j'avais pas anticipées et qui sont venues s'ajouter à mon agenda. Mais ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de prendre cette année dédiée à l'écriture parce que les romans vont pas sortir les uns après les autres en juin, juillet, août, enfin, ils vont pas s'enchaîner en termes de sortie, donc ça va me laisser le temps de les peaufiner, de vous présenter la meilleure version, la version la plus aboutie de chacun d'entre eux. Et surtout, puisque j'ai déjà fait toute la partie compliquée, enfin celle qui est compliquée pour moi, c'est-à-dire les premiers jets, et que je suis quasiment que sur une fin de réécriture, que ce soit pour Sonate ou Comet en fait, à part Plume sur lequel il va falloir que je commence ma première réécriture, je sais que le plus gros a été fait, et que même si je reprends un boulot à partir de janvier-février, ça va être plus simple, parce que la phase préparatoire, la phase du premier jet est faite pour tous ces romans. Donc tout ce qui s'ensuit, ça va être, je dis pas non plus que ça va être du kiff, on va pas se mentir, ça reste compliqué, ça reste challengeant, mais ça sera beaucoup moins que de faire le travail préparatoire et le premier jet. Et ça va aussi me permettre de commencer à réfléchir tranquillement mais sûrement à mes autres projets, parce que, comme vous l'aurez noté, il y a quand même un sacré délai entre le moment où un livre se termine, le moment où il est signé en maison d'édition, et le moment où il arrive entre vos mains. Donc, en fonction de ce qui va se passer pour ces 3 tomes, comme vous l'aurez compris, ils ne vont pas s'enchaîner au mois, peut-être au trimestre, peut-être à l'année, on verra. Mais ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà que je commence à réfléchir à la suite, pour me laisser le temps de la faire, puisque maintenant que je vais reprendre un salariat, je peux pas travailler de la même manière que je l'ai fait cette année. Voilà pour le bilan de l'année 2025. Oui, oui, c'est ça. En tout cas, d'un point de vue autrice, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu. J'en ai fait des choses. J'ai animé un atelier de respiration et de méditation en face de 250 personnes dans une salle. 250 personnes qui fermaient les yeux devant moi et qui respiraient ensemble et qui ont suivi ma voix pour de la visualisation, pour apaiser leur corps, etc. J'ai animé des ateliers d'écriture à la librairie Majo. J'ai rencontré plein de gens. J'ai participé en tant que bénévole de mon asso Vert Bouquet, où j'ai pu aussi faire des choses vraiment formidables. J'ai rencontré de nouvelles autrices et de nouveaux auteurs, des personnes formidables aussi grâce à Instagram en majorité. Et j'ai eu énormément de retours de vous qui êtes là depuis tout ce temps, des nouvelles personnes, et de tous ces sujets dont je parle, en particulier celui de l'invisibilisation des personnes racisées dans l'édition, sur lequel j'ai enfin osé me pencher et me positionner à partir de fin août, début septembre. Et je remercie la réception que vous faites sur ces sujets-là. Je sais qu'ils fâchent, qu'ils grattent, qu'ils dérangent, mais je pense que c'est nécessaire dans le contexte politique dans lequel nous sommes aujourd'hui en France et dans le monde entier, de s'unir pour essayer de faire changer les choses en fait. Sinon,
Sinon, on va pas s'en sortir et ça va être très compliqué les années prochaines à venir. Mais très compliqué. Et tous ces constats sont partis de cette signature de mon roman. Parce que je me revois encore allant en librairie pour voir où pourrait être potentiellement rangé mon roman lorsqu'il sortira. Et de percuter qu'en fait, des romans contemporains avec des personnages noirs en couverture écrits par des auteurs ou des autrices noires françaises, donc pas de la traduction, bah ça court pas les rues quoi. Il y en a quasiment pas. Et c'est là que je me suis d'autant plus dit, mais comment j'ai fait les années précédentes en fait pour pas percuter ça? Mais parce que ce que je lisais en majorité écrit par des personnes noires, c'était surtout des essais ou des livres témoignages, ou quand lorsque c'était des romans de la fiction, c'était des traductions en majorité. Et c'est vrai que je m'étais pas, à part Lorraine Safouk dont je suis le travail depuis des années, c'est vrai qu'il y a Léonora Miano dont aussi je lis les ouvrages, mais la grosse majorité des personnes qu'il y a dans ma bibliothèque, c'était des personnes pas françaises, donc des traductions. Et j'en ai découvert quelques-unes ces dernières années, l'année dernière en particulier, également grâce au festival Overbooké, donc de mon asso. Mais sinon, pas tant que ça. Et ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler en 2026 avec vous et de vous proposer de découvrir beaucoup plus d'auteurs et d'autrices racisées qui sont français et françaises et qui parlent soit en roman contemporain, soit en imaginaire, quel que soit le genre en fait. Bah juste le fait qu'ils sont là et vous montrer qu'ils existent et que c'est important aussi de s'ouvrir à d'autres sujets, de lire ces ouvrages-là aussi. En tout cas, si on veut travailler à plus de représentativité dans les espaces différents dans lesquels on évolue, que ce soit l'édition, la politique, les médias, la presse, enfin bref, partout, hein, la mode, c'est toujours la même chose, hein, la médecine, bah il faut être conscient de ces sujets-là et faire en sorte que les choses changent, quoi. On va arriver sur la deuxième partie du podcast, pendant laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. La première question, c'était quel était le moment littéraire le plus poignant ou émouvant de cette année? Bah, sans hésiter, ça a été la signature de mon contrat d'édition. Ou je dirais, même avant ça, ça a été quand mon éditrice m'a contactée sur Instagram, et peut-être surtout quand après elle m'a dit 2 jours plus tard qu'elle avait adoré Comet et qu'elle voulait le signer. Parce que ça s'est fait en 48 heures, même pas. Et je me rappelle, j'étais avec mon partenaire de vie chez ses parents, et je parlais du fait que j'avais envoyé mon manuscrit, mais bon, que sans doute ça allait pas donner grand-chose, qu'il faudrait attendre, etc. Et moins de 48 heures plus tard, j'avais mon éditrice qui m'appelait pour me dire qu'elle était totalement partante. Donc ouais, je pense que c'était le moment le plus émouvant de cette année. Et puis en deuxième, je dirais toutes les rencontres que j'ai pu faire avec Lorraine Safou, parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas mal croisée cette année. Et comme je le disais en introduction, c'est une autrice afroféministe que je suis depuis 2018, à travers tout son parcours, tous les sujets qu'elle aborde. Et c'était la première, enfin dans la sphère en tout cas que moi je connais, à parler du sujet de l'invisibilisation des personnes racisées dans l'édition, et en particulier dans la littérature jeunesse, où là c'est flagrant, c'est pire que dans les autres genres. Et c'est de voir tout son travail qu'elle fait depuis 2018, la force et l'énergie que ça demande, et constater à travers les stories qu'elle partageait qu'elle était fatiguée, ce qui est normal, parce que d'être l'une parmi une seule, voire d'endosser cette responsabilité alors que elle a pas demandé, mais de voir évoluer dans cet univers de l'édition en défendant ses sujets et ses positions, c'est forcément épuisant au bout d'un moment. Et donc ça, cumulé à ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être allé en librairie, voir où mon livre pourrait être représenté, plus les polémiques qu'il y a eu cet été autour du fait que si on n'avait pas de livre avec des personnages noirs en couverture, c'était parce que les personnes noires n'écrivent pas ou ne lisent pas. Il y avait des commentaires comme ça sur les réseaux. Toutes ces polémiques m'a fait prendre conscience que il était temps de monter au créneau. Donc ce sont les 2 moments les plus émouvants, je pense, de cette année. On m'a demandé aussi si l'écriture me venait facilement ou s'il fallait que je me force un peu pour m'y mettre, et est-ce que je me mets dans un état d'esprit particulier pour écrire. Alors pour la poésie, oui, je me mets dans un état d'esprit particulier parce que j'essaie de me connecter à mes émotions, et c'est ce que j'essaie de transcrire dans mes textes. Pour mes romans, je me mets pas dans un état d'esprit particulier, je me connecte à mes personnages et à l'histoire que j'ai envie de raconter.
Et c'est plutôt pour la partie un peu plus poétique, à nouveau, que là, je me remets dans un état d'esprit particulier. Quand je dis état d'esprit particulier, c'est que chez moi, ça va passer par la musique. Je vais mettre le type de musique qui va soit me rendre triste, soit qui va coller avec la scène que j'ai envie d'écrire pour aller stimuler les émotions chez moi associées que j'ai envie de transmettre au lecteur ou aux lectrices. Ou au lecteur ou à la lectrice, pardon. L'état particulier passe aussi parfois par des séances de méditation et de yoga avant d'écrire, parce que ce sont des choses qui m'aident moi à me mettre dans un mood plus favorable à la créativité et à l'écriture. C'est pour ça aussi que je fais la visualisation et des exercices de respiration dans mes ateliers, parce que ça aide aussi les personnes à se mettre dans un état particulier pour écrire. Donc chez moi, ça va passer plutôt par ça. Après oui, comme je le disais en introduction, je me suis forcée pour atteindre ces objectifs-là, parce que j'avais des deadlines, parce que je m'étais enfin décidée à acheter le logiciel Scrivener et donc à me mettre des deadlines en termes de quantité de mots à écrire par jour pour atteindre mon objectif global. Donc oui, je me suis forcée parfois pour écrire, mais globalement c'est pas ce qui arrive la plupart du temps, parce que même si c'est dur, in fine j'aime ça. C'est ce que je voulais faire depuis que j'ai 6 ans. Il m'a fallu un certain temps pour accepter de le faire maintenant et de pas attendre la retraite comme c'était initialement prévu. Donc même si c'est dur, même si parfois je dois me forcer, globalement je passe plus de temps dans le plaisir à écrire que dans la difficulté. Comment tu te sens pour la sortie de ton livre qui approche ? Je me sens excitée, angoissée non, mais plutôt c'est mon côté un peu perfectionniste qui peut avoir tendance à reprendre le dessus, parce que je sais que on s'approche de la date à laquelle je pourrai plus changer le roman. Là, je vais rentrer dans la phase où je vais pouvoir le travailler, mais il y a un moment fatidique où il va falloir que j'arrête et que je le donne à mon éditrice et qu'elle me donne un go, no go et qu'on finalise tout ça. Et après, ce sera la version la plus aboutie du roman. Et ce qui m'angoisse un petit peu, c'est que comme même si ce sont 3 tomes qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres, il y a quand même, comme je vous l'expliquais, certains personnages qu'on va retrouver. Donc j'ai pas envie de faire cette erreur ou me retrouver dans cette situation dans laquelle certains auteurs ou autrices peuvent se retrouver lorsqu'ils écrivent une saga, une trilogie. C'est de pas avoir anticipé ce qui se passe dans le tome 10 alors qu'on est au tome 2. Ou d'avoir oublié des éléments qui devaient être présents, etc., ou à retirer, enfin bref. Et puis je sais aussi que mon style d'écriture va évoluer, et que potentiellement, quand je relirai Comet quelques années après l'avoir sorti, je me dirais « Ah, t'aurais pu faire mieux ». Donc j'ai la Mauna du futur qui exerce une petite pression sur la Mauna de maintenant, du présent, pour lui dire « Essaie de faire du mieux que tu peux. Quoi qu'il arrive, tant que c'est le mieux que tu peux, c'est ok. Mais si tu pouvais quand même éviter de faire des bêtises ou nous faire un style dont on aura honte dans quelques années, tu seras sympa. » Donc c'est cette pression-là que j'ai, mais je me sens globalement excitée. J'ai super hâte d'avancer sur les prochaines étapes liées à ça, d'aller en dédicace, de faire des salons, de vous emmener avec moi dans les coulisses de l'édition de ce premier roman, parce que pour l'instant, à part l'écriture, j'ai pas pu vous partager grand-chose. J'ai hâte qu'on arrive au moment de la couverture, à toutes ces petites choses que je pourrais vous partager et qui, je l'espère, vous plairont. Alors, ensuite, il y avait une question sur la représentation et je pense, les sujets que j'aborde sur Instagram. La question étant, la seule manière d'être un allié cohérent, c'est de renoncer à la médiatisation et à la publication. Donc, c'est une question. Je pense que ça fait référence au post où je disais que écrire des personnages racisés quand on ne l'est pas, in fine, ça ne permet pas de réduire l'invisibilisation. Parce que, à la fin de la journée, ça reste la place potentielle de quelqu'un d'autre qu'on a prise, parce que, et c'est pas de la faute de l'autrice ou de l'auteur non racisé, mais c'est celle du système de l'édition qui est encore gangréné par un racisme systémique, qui va privilégier aujourd'hui encore, du fait des biais qu'ont les acteurs de ce milieu-là, puisqu'ils sont tous majoritairement blancs, ils vont privilégier, à qualité de manuscrit égale, à sujet égal, ils vont privilégier une personne non racisée, qui aura écrit des personnages racisés dans son histoire, versus une personne racisée, qui aura elle aussi écrit des personnages racisés dans son histoire. Et ça, vous pouvez retrouver ce comportement dans plein de sphères de notre société. Les actrices qui qu'on porte en étendard pour dire si on a mis des personnages noirs, regardez,
ce sont des personnes qui ont, et on rentre dans les sujets du colorisme, et j'ai pas envie de faire un podcast d'1 heure, mais ce sont des personnes qui ont la peau plus claire, qui représentent une vision de la femme noire qui a été acceptée par la société. Vous verrez qu'il y a très rarement des personnes noires à la peau plus foncée dans les sphères dans lesquelles on évolue au quotidien. Ou si c'est le cas, ça se compte sur les doigts d'une main, et c'est toujours affiché comme gage de caution de c'est bon, on a fait un effort, foutez-nous la paix entre guillemets maintenant. On peut le voir aussi il suffit de prendre l'exemple d'Aya Nakamura et toute la vague de haine qu'elle a reçue lorsque on a appris qu'elle ferait l'ouverture des JO. En dernière en date, la vague aussi de haine que reçoit Théodora. Bref, tout ça, ce sont des exemples pour vous montrer que il y a toujours un sujet lié à la représentation des personnes noires, des femmes noires, des hommes noirs, dans les différentes sphères de notre société. Et dans le cas de l'édition, c'est pas pour répondre à la question, ça veut pas dire qu'il faut renoncer à la médiatisation et à la publication. C'est plutôt qu'il faut se demander, quand on veut écrire un livre, est-ce que je fais le choix de mettre un personnage noir? Pourquoi est-ce que je fais le choix de mettre un personnage noir ou racisé dans mon histoire? Est-ce que je suis la personne la plus pas légitime, mais celle qui est le plus en capacité de raconter cette histoire-là? Parce que parfois, on va parler de sujets qu'on n'a même pas vécu. On va parler de racisme alors que vous êtes une personne non racisée, donc vous pouvez pas avoir vécu de racisme. Et en fait, c'est prendre la place de voix qui seraient beaucoup plus qualifiées pour le faire. Ça veut pas dire que les personnes racisées n'ont pas des biais. On en a tous. Moi, la première. Je travaille dessus à les déconstruire rien que dans cette réécriture de Comète. Et ce sera pour un autre épisode de podcast. Mais simplement, en fait, il y a plein de questions à se poser dont j'étais le sujet sur mon fil sur Instagram, et ça, je peux pas en faire une réponse de 2 minutes là sur un podcast. Mais ça veut pas dire que vous devez, en tant que personne non racisée, ne pas publier ou ne pas être médiatisé. Non, vous devez dénoncer ces sujets, y être sensible, en parler autour de vous. Et comme je le disais dans une vidéo, typiquement lire plus d'auteurs ou d'autrices racisées, diversifier vos bibliothèques, parce que tous ces messages-là, ça envoie en fait aux maisons d'édition que si il y a des personnes qui sont intéressées pour lire des ouvrages, des histoires écrites par des personnages racisés, avec des personnages racisés, parce que c'est l'argumentation aussi de l'industrie en édition aujourd'hui, c'est de dire que ça n'intéresse personne. C'est pas moi qui le dis, c'est prouvé. C'est souvent ce que répondent les maisons d'édition. Typiquement pour le fait de pas mettre de personnages noirs en couverture, même lorsque ce sont des traductions, alors que dans la version originale, il y avait un personnage noir. Quand elles arrivent en France, 80%, si ce n'est plus, des livres perdent leur personnage noir en couverture. Et le lecteur découvre à la page 50, en fait, que le héros principal ou l'héroïne principale est noir. Enfin, je trouve ça aberrant. Et ça, pourquoi? Les maisons d'édition, leur argument, c'est de dire que c'est pas vendeur de mettre un personnage noir en couverture d'un livre, que ça ne correspond pas aux attentes du marché. Et moi, je partage des choses effectivement pour sensibiliser les auteurs et les autrices sur ces sujets-là, mais je partage aussi des choses pour sensibiliser les lecteurs et les lectrices, parce qu'à mon sens, c'est à partir de là, surtout aussi, que va se faire ce changement. Puisque l'offre des maisons d'édition, ça reste une industrie commerciale, elles sont là pour faire de l'argent, et c'est ok. Mais si la demande, elle évolue, et la demande manifeste un intérêt pour un certain sujet, d'une certaine manière, ça forcera les maisons d'édition à aller vers ces sujets. Si la demande met de plus en plus en avant les maisons d'édition devant leur incohérence, devant leur racisme, devant leur effacement des personnes noires, etc., il y a un moment où elles seront quand même obligées de faire face à ces accusations-là et de potentiellement soit maintenir leur position, et fine, mais dans ces cas-là, charge après aux lecteurs ou lectrices de continuer de lire ou pas ces maisons d'édition-là, ou de faire le choix de s'aligner avec la demande et de changer les choses. La problématique, c'est qu'on est dans une époque qui se fascise de plus en plus, avec le RN qui monte en flèche, avec Bolloré qui a rajouté tellement de maisons d'édition de groupes majoritaires que on est le cadet de ses soucis de répondre à cette demande de personnes et personnages racisés. Et ce qui fait que ça vient encore torpiller tous ces sujets-là. Mais bon, j'ai dit que je voulais pas faire un podcast d'1 heure sur ça. J'ai prévu des posts, des vidéos pour essayer de vous donner des clés, des billes sur comment est-ce qu'on peut essayer de contourner ça, ou en tout cas de continuer à donner de la force aux auteurs et aux autrices racisés. Voilà pour cette question.
Une autre question, c'était que dirais-tu à toi enfant et aux petites filles noires qui ne se sentent pas représentées? À la Mauna enfant, je lui dirais it's okay, mais j'aime pas cette phrase, on l'entend partout. Je sais pas ce que je lui dirais. Je dirais si, je sais ce que je lui dirais parce que j'ai fait une vidéo à mon enfant avec mon enfant intérieur sur le sujet. Je lui dirais que je fais ce que je peux, je fais de mon mieux et qu'on va y arriver. Que ce qu'elle a en tête, on y est déjà. Et que bien plus encore nous attend, et que tant qu'on a une position qui n'est pas donneuse de leçons, qu'on a une position qui a pour objectif de rendre les gens meilleurs et d'être meilleurs, on devrait arriver à se sentir légitime. Ce que je lui dirais, puisque pendant une grosse partie de ma vie, je me sentais pas légitime, et c'est pour ça aussi que je pensais que j'allais écrire des romans à la retraite, c'était pour me laisser le temps de l'être. Et sur ces sujets de représentation et d'invisibilisation dans l'édition, pareil, je me sentais pas légitime, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps avant d'en parler. Et ça, c'est parce que la Mauna enfant ne se sentait pas représentée, ne se sentait pas légitime. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux petites filles noires qui ne se sentent pas encore représentées, c'est que on est là, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à travailler pour que les choses changent. Il faut être patient et patiente, mais ça arrive. Et merci de nous donner de la force, parce que c'est parce qu'elles se sentent pas représentées, c'est parce que je suis marraine de 2 enfants, que j'ai mes amis qui ont des enfants et que je vois ce qui se passe aussi, que j'ai envie d'écrire un livre jeunesse. C'est pour tout ça. On est là, on fait ce qu'on peut, mais on va y arriver. Comment vas-tu concilier vie d'autrice et boulot salarié tout en prenant soin de toi? La question qui fâche. Comme je le disais, je vais, si tout va bien, trouver un CDI en janvier ou février. Parce que la vie d'autrice ne paye clairement pas les factures, parce que comme je vous disais, Comet ne sort pas tout de suite, et même si Comet sort en 2026, la rémunération se fait 1 an plus tard pour les auteurs et les autrices. Donc c'est pas ça qui va me permettre de payer mes factures. Donc il va falloir que je trouve de nouveau un équilibre entre ces 2 aspects de ma vie, puisque ça fait depuis 2020, quand on était confinés, depuis mai 2020, que j'ai décidé de me remettre à l'écriture et de partager ce que j'écrivais. J'ai eu une phase où j'étais 2 phases, 2 années pas successives où j'étais 100% full écriture, et 2 années où j'étais en train de travailler en parallèle. Et j'ai bien vu qu'effectivement j'ai failli brûler la chandelle par les 2 bouts. Donc l'objectif en 2026, ça va être d'éviter de faire ça, et c'est aussi pour ça que j'ai pris autant d'avance sur mes romans. C'est pour m'autoriser, me rappeler que c'est ok, que les choses viendront en temps et en heure, que si c'est pas fait cette année, ce sera fait l'année prochaine, et que j'ai déjà fait plus que ce que j'espérais pour moi et mon enfant intérieur, puisqu'encore une fois, je pensais écrire un roman quand je serai à la retraite. Et à partir de ça, ça va être un peu mon mantra cette année, ça va être de me dire va à ton rythme, et sois patiente et indulgente avec toi-même. Après, ça va être potentiellement aussi une question d'organisation, tout simplement. L'avantage qu'on a depuis le confinement, c'est qu'il y a de plus en plus de métiers salariés, en tout cas dans la branche dans laquelle je travaille, qui est le marketing digital et le commerce digital, si on devait mettre des noms sur des choses. Le télétravail est de plus en plus autorisé, donc ça va me permettre aussi de gagner du temps à ce niveau-là. J'ai aussi la chance d'avoir une famille et des proches qui sont compréhensifs, qui m'ont toujours connue comme étant cette solitaire sociable qui, entre guillemets, disparaît et réapparaît, ou en tout cas passe beaucoup de temps seule, et qui savent pourquoi est-ce que je passe ce temps seule là, que c'est sur mes projets, et qui donc acceptent aussi qu'on se voit pas aussi souvent qu'ils l'espéreraient. Et c'est pas non négligeable comme aide et comme appui de savoir qu'on est comprise par les personnes qui comptent. Et ça aussi, ça va m'aider pas mal, je pense, pour cette année. Et je reviendrai plus en détail dans un autre épisode sur comment est-ce que je vais m'organiser pour 2026, parce que ça va aussi dépendre du type de travail que je vais trouver dans l'entreprise dans laquelle je serai. Et comme je l'ai dit, j'ai pas envie de faire un épisode trop long, sinon vous allez me détester. La dernière question, c'était globalement comment je vais, et vous avez été nombreuses à me poser la question. Ça va. Côté autrice, comme je le disais, les choses roulent. Ça fait bientôt 40 minutes que je vous en parle, donc je pense que vous l'avez compris. Côté perso, ça va aussi. C'est juste que j'ai toujours pas fini de régler tous les sujets de maladie que je me traîne depuis 2020 aussi. À peu près depuis que j'ai commencé ma vie d'autrice, bizarrement. Coïncidence ou pas coïncidence, mais on travaille dessus.
Donc j'ai toujours mes insomnies, j'ai toujours mon endométriose, j'ai toujours mes TCA, j'ai toujours mes problèmes pour identifier mes émotions et les accepter, mais j'ai fait énormément de travail dessus, grâce notamment à une thérapeute qui me suit depuis 2 ans. Et ça se ressent aussi dans l'écriture, ça se ressent dans ces prises de position que je fais maintenant sur les réseaux, ça se ressent sur la manière dont je me gère et la manière dont je pense être plus bienveillante envers moi-même versus le passé. C'est peut-être dû aussi aux antidépresseurs que je prends. Ce sont des antidépresseurs, ils sont catégorisés comme tels, même s'ils sont de niveau quasiment 0. Mais c'est censé me permettre de mieux dormir. Bon, pour l'instant, ça fonctionne pas sur cet aspect-là, mais sur le reste, c'est plutôt pas mal. J'ai pris pas mal de recul avant de commencer à les prendre, et un peu plus depuis que je les prends depuis cet été. Et c'est beaucoup plus simple aussi de gérer la vie comme ça, même si le contexte encore une fois politique en France et ailleurs est particulièrement anxiogène et que ça me retourne le bide quand je vois passer des choses liées à l'actualité. J'ai quand même plus de facilité qu'il y a quelques mois à faire un pas de côté et à me dire que je gérerai ces mauvaises nouvelles, ce stress ou les conséquences de ce qui est en train de se passer au moment où ça se passera, et d'essayer de moins m'inquiéter aussi pour ma famille, parce que je suis une personne racisée, hein, et que voilà, ce qui va se passer là en 2027 aura potentiellement un impact sur ma famille. Bref, en gros, globalement, j'essaie de ne plus être celle que je suis, qui a tendance à tout anticiper et à imaginer tous les scénarios catastrophiques possibles pour pouvoir se préparer. Je me dis que depuis le temps, je suis plutôt capable de les gérer. J'arrive à m'adapter, j'arrive à rebondir, et je me rappelle, vraiment en cas d'ultime recours, que ma valeur ne se résume pas à ma capacité à souffrir. Et cette phrase que j'ai trouvée en début d'année, que j'avais partagée avec ma thérapeute, elle m'a aussi accompagnée tout au long de l'année. Et elle m'a permis parfois de faire des choix, de renoncer à certaines relations, de relativiser, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode n'était pas trop long, qu'il n'était pas non plus trop ennuyant, que j'ai pu vous apprendre des choses ou vous partager des choses. Je réfléchis à ce que je veux faire pour 2026. J'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de sujets, mais je pourrais pas tout faire. Et je vais prendre le temps de me poser dessus, comme je vous disais, d'en savoir un peu plus sur le type de boulot que je vais avoir, avant de vous parler des envies que j'ai pour cette année. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie que le fait d'avoir de reprendre le salariat m'éloigne des relations que j'ai pu créer avec certains et certaines d'entre vous sur les réseaux. J'ai envie de garder cette connexion, j'ai envie de garder cette énergie, parce que c'est aussi ce qui me nourrit, et j'essaierai de le faire autant que faire se peut. J'ai envie de vous partager plus de chroniques sur des ouvrages, quel que soit leur genre, écrits par des personnes racisées. J'ai envie de travailler sur mes projets annexes. Je n'ai pas oublié que j'ai promis à 3 personnes une saga afro-solarpunk, une romance de Noël et un livre de littérature jeunesse. Voilà. Donc il y a ces 3 projets-là, plus d'autres que j'ai en tête. Et j'ai envie de continuer les ateliers d'écriture en physique et pourquoi pas en ligne. Bref, j'ai envie de plein de choses. De passer plus de temps à vous parler des sujets de sensibilisation sur la représentativité dont je vous parle sur Instagram, parce que c'est fait sur des formats courts et qu'on peut pas tout dire, mais je sais pas encore sous quelle forme le faire. Je ne sais pas si il faudrait que je refasse une masterclass comme j'en avais fait une en 2022 pour les mots raturés sur la représentation dans l'édition, je sais pas. Je réfléchis à tout ça et j'essaie de vous en dire plus très prochainement. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être toujours là. Merci d'avoir rejoint l'aventure en cours de route. Merci pour les messages que vous m'envoyez sur Instagram, pour le support, le soutien, la présence et les good vibes. Prenez vraiment, vraiment bien soin de vous pour cette fin d'année, pour les prochains jours qui arrivent. Soyez bienveillants avec vous et ne négligez pas vos émotions. À très vite! Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissé, et merci de m'avoir écouté. À très vite!